Voilà, donc je voudrais revenir sur les 6 lois de la suggestion d'Émile Coué. En 1922, il a fait, il faut savoir, des conférences dans le monde entier, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Le petit pharmacien français, comme il disait, voilà, il venait expliquer les lois fondamentales de ce qu'il avait compris. Alors c'est un petit fascicule qui fait 45 pages, qui a été remis au goût du jour il y a 3 ans maintenant. Et pour les Américains, Émile Coué, et c'est pour ça que j'en parle moi dans ma formation de niveau 1, fait partie des noms de l'hypnose. Voilà, on parle souvent de Milton Erickson, on oublie qu'il y a eu d'autres noms, et pour moi à la fois Mesmer, mais le vrai, Anton, voilà. Robert Esdaile, parce qu'on parle toujours de notre médecin anglais donc, qui a créé le mot hypnose qui s'appelle James Braid, mais pour moi Esdaile c'était encore plus fort puisqu'il opérait les Britanniques qui étaient en Inde, donc sans alcool. Parce qu'avant lui, on buvait d'alcool. L'alcool permettait, quand tu as 3 grammes d'alcool dans le sang, tu es en onde delta. Donc on peut t'amputer, tu sens rien, mais quand tu te réveilles, tu as mal. Et Robert Esdaile faisait ça sans rien prendre. Ça a duré à peine 1 an, parce que malheureusement, le chloroforme a été découvert à Londres. Et ça s'est arrêté, et les armées françaises, sous Napoléon III, utilisaient donc ce que faisait Robert Esdaile, et c'était par passe magnétique à l'époque. Il avait appris ça, Esdaile, donc avec les hindous. Et donc, Émile Coué, pour moi, fait partie de ces grands personnages, voilà, qui avaient compris, donc avec sa pharmacie qu'il avait à Troyes, comme j'ai expliqué, que les gens, même quand ils prenaient les médicaments qui normalement apportent les nutriments et tout ce qu'il faut au niveau des organes, des glandes endocrines, ou du cerveau, ne permettait pas de résoudre ça. Donc il y avait autre chose. Et donc il faisait sur des groupes de patients qui avaient, comment dire, des problématiques un peu similaires à d'autres, il disait, mais si je leur donne un placebo, que je leur fais répéter la formule magique qu'on lui a attribuée, tous les jours sur tous les plans, je vais de mieux en mieux, 42 fois matin, 42 fois midi, 42 fois soir, c'est-à-dire c'était au moment où on prenait le médicament. Et en fait, vous voyez que l'intention est importante déjà. Je vous ai toujours parlé de l'intention, on va le retrouver. Mais surtout, il s'est aperçu que si on le faisait, même sans prendre des médicaments, ben les gens, des fois, guérissaient. Et guérissaient plus vite que ceux qui en prenaient. Autrement dit, il a tiré de ça les 6 lois, donc, de la suggestion. Alors, avant de parler des 6 lois de la suggestion, je vous ai résumé donc les éléments du livre, les postulats du pouvoir de la pensée. Il y en a 3 qui sont essentiels. Il dit « Toute pensée que nous avons en tête devient réalité ». Voilà. Alors on va dire, nous, que le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé, mais lui dit « Toute pensée que nous avons en tête ». C'est-à-dire que c'est même pas les yeux fermés et de voir quelque chose. La pensée que tu as devient réalité. Entre parenthèses, dans la limite du raisonnable. Si tu as une pensée que tu vas réussir à voler toi-même, tu n'arriveras pas à voler. Donc, quelque part. Mais toute pensée que tu as dans la tête devient réalité. La deuxième chose, toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vrai pour nous et a tendance à se transformer en acte. Donc vous voyez déjà que le pouvoir de la suggestion, de mettre une pensée que l'on va mettre... Comment ? C'est la cristallisation. C'est la cristallisation, tout à fait. Et c'est pour ça que je veux revenir sur les éléments de compréhension, parce que quand tu as compris les 6 lois, tu comprends l'importance de la suggestion et tu comprends aussi pourquoi elle ne marche pas dans certains cas. Troisièmement, contrairement à ce que l'on enseigne, ça c'est lui qui dit, ce n'est pas notre volonté qui nous fait agir, mais notre imagination. Contrairement à ce que l'on enseigne, ce n'est pas de volonté qui nous fait agir, mais notre imagination. Et il parlait du subconscient. Donc, en fait, après je vais vous en parler, quand il y a un conflit entre la volonté et l'imagination, il disait toujours que c'est l'imagination qui l'emporte. Donc, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu imagines. Autrement dit, je reviens sur ce qu'on a vu dans la détermination d'objectifs. Quand la personne te dit qu'elle veut ça, tu dis fermez les yeux, quand vous dites que vous voulez ça, est-ce que vous le voyez ou pas? Parce que si tu veux quelque chose, que tu le dis, que tu répètes ta phrase pour faire plaisir à des amis ou pour ton ego, pour te donner un rôle, mais que tu n'es pas capable de mettre une image derrière, c'est même pas la peine. Tu ne pourras pas le faire.
Il faut couper la parole aux gens qui parlent. Alors je voudrais faire ça, alors je voudrais faire ça, puis après je vais déménager. Stop, stop, stop. Quand vous me dites que vous voulez déménager, est-ce que vous voyez quand, où, qu'est-ce que ça vous fait, quelles sont les émotions? Tout le temps, ramenez les mots à image, sensation, émotion. Vous verrez pourquoi émotion. Alors, les lois du pouvoir de l'imagination. Donc là, on a parlé des postulats du pouvoir de la pensée. Là, il y en a 5 que j'ai extraits du livre, qui sont essentiels. La première, ce n'est pas la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Il disait qu'on ne nous enseigne pas. La première faculté de l'homme, c'est l'imagination. Donc, moi, dans l'anamnèse, je vois ceux qui parlent et ceux qui sont capables de projeter. Ça, c'est super important. Parce que si tu dis quelque chose, mais que tu projettes quelque chose de négatif quand tu parles, tu comprends que le résultat soit négatif. Ça, c'est super important. Deuxièmement, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Donc je répète, ça je vous l'avais déjà dit, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Je reviens là-dessus parce que par rapport au programme dont on a parlé, vous allez comprendre quand on va utiliser donc l'auto-sabotage, et puis il y a d'autres techniques comme l'hypnoanalyse, l'écriture automatique, que l'on voit donc, ça c'est au mois d'avril, donc dans le niveau 3, et pour Colline et Pascal, vous avez vu le Swan, qui permet de... Donc tu comprends ces utilisations, et vous allez voir après moi ma façon de voir l'hypnose. Dès qu'une personne veut quelque chose, mais qu'elle n'arrive pas à s'imaginer ça, là je dis je vais intervenir sur ce conflit qu'il y a. Vous voyez, moi je ne suis pas dans les métaphores, c'est est-ce que la personne, je suis quelqu'un de pragmatique, tu veux te préparer aux Jeux Olympiques, ok, tu veux faire le tournoi de judo, on t'a dit que tu n'y arriverais pas, est-ce que toi tu penses que tu vas y arriver? Parce que si tu penses que toi tu ne vas pas y arriver, je ne peux rien faire. Il va falloir que j'enlève les causes inconscientes ou que je retrouve le moment où s'est cristallisée la croyance qu'elle n'y arriverait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon travail, c'est d'aller travailler la partie imaginaire qui s'oppose. Ou au contraire, renforcer l'imagination pour lui permettre de... Mais quand tu comprends que la personne, tout ce qu'elle te dit, ça ne sert à rien. C'est quand elle parle, est-ce qu'elle est associée là-dedans? Si au premier rendez-vous, une personne ne peut pas se projeter, il serait judicieux de commencer déjà par une régression? Non, mais on va en parler. Je vais tout te décanter. Voilà, moi, je vais travailler à ce moment-là par évocation, et tu verras, c'est ce que disait aussi un petit peu Émile Coué. Donc, tu vois, il était fort, il y a 97 ans. C'est-à-dire que je vais travailler quels sont les exemples de personnes qu'il connaît dans son entourage qui ont permis de faire ça pour qu'il puisse être accompagné, et ça crée une métaphore. Lui parlait de ce côté métaphorique à travers les évocations de personnes qui ont déjà réussi ou autres. Tu vois, de travailler, on va parler de technique de mentor dans le coaching ou la PNL. Quelqu'un qui n'arrive pas à se faire ça, je vais lui demander de se projeter, comment il pourrait être quelqu'un, comment il serait s'il devait changer de peau, qui il serait pour faire ça, et on va lui faire vivre autre chose. Ça répond à ta question? Ouais. Alors, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Tu vois, c'est presque la suite logique du premier. Le premier, c'est la première faculté de l'homme, c'est pas la volonté mais l'imagination. La deuxième chose, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, et sans aucune exception. Troisième, dans le conflit, vous voyez, il est vraiment basé sur la différence volonté-imagination, cette polarité qu'on a, j'utilise le mot polarité volontairement, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va parler d'hypnose de polarité. Dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Alors je reprends, ça m'a toujours fait rire. Dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en relation directe, pas raison directe, relation directe du carré de la volonté. Autrement dit, si tu as une force de 10 en volonté, l'imagination c'est 100. Si tu as 8 en volonté, l'imagination c'est 64. C'est-à-dire l'imagination, c'est le carré, voilà, il disait, de la volonté. Quatrièmement, quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Autrement dit,
comme déjà l'imagination, c'est le carré de la volonté. Si tu es à 10, ça fait 100, 100 fois 10, ça fait 1000. Voilà, je reprends la phrase. C'est confusionnant. Quand la volonté et l'imagination sont d'accord, ben, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, elle se multiplie, ça renforce. Autrement dit, notre boulot à nous, c'est d'enlever le conflit. C'est pour ça qu'on n'est pas des hypnothérapeutes. Moi, je ne suis pas là pour soigner les gens, je suis là pour travailler les croyances et travailler sur les conflits qui y a entre volonté et imagination et faire en sorte que l'imagination, après, multiplie la volonté. Ça vous parle comme ça? Et cinquièmement, c'est ce que je trouve le plus intéressant, l'imagination peut être conduite. Alors, soi-même, donc on parle d'auto-hypnose, d'autosuggestion ou d'hypnose. L'imagination peut être conduite. Il disait ça il y a 100 ans. Voilà, maintenant on va attaquer les 6 lois de la suggestion. Et vous allez comprendre, on va parler d'hypnose suggestive après, et puis on va parler des autres courants d'hypnose. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, une pensée qui occupe notre esprit, elle devient vraie, elle se transforme en acte. Que la volonté ne sert à rien, c'est l'imagination. Quand elles sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Et en fait, la force de l'imagination est plus forte que la volonté et ça se multiplie. Alors, les 6 lois de la suggestion, la loi de l'attention concentrée. Et tu parlais de cristallisation tout à l'heure, c'est exactement ça. Une suggestion doit avoir de la force. Donc toute suggestion que vous allez utiliser pour vos patients, mais pour vous-même, si vous faites d'auto-hypnose, doit avoir de la force et de l'intensité et nécessiter une véritable attention sans toutefois faire appel à la volonté. Pour ça qu'en fait, on met, comme disait Dave Hellman, dans des états d'hypnose où on contourne le facteur critique, où la volonté n'agit plus et c'est que l'imagination. On est vraiment dans l'hypnose. Donc une seule pensée à l'exclusion de toutes les autres. Donc on cristallise sur une pensée et une seule. Et seule cette pensée a de l'importance. La deuxième loi de la suggestion, l'effort converti, quand il y a un conflit entre l'effort volontaire et la force imaginative, la volonté est toujours vaincue, mais convertie en impuissance. C'est-à-dire que quand tu mets trop de volonté, eh bien, en fait, à un moment donné, il y a trop d'efforts et tu ne vas pas y arriver. Autrement dit, j'ai résumé, plus on veut, moins on peut. C'est-à-dire quand tu es... Oui. Est-ce que cette loi, elle n'est pas justement quand les personnes ils sont dans la volonté d'aller vers leur objectif, mais en fait ils sont trop dedans. Ils ne sont pas dans le sentiment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens, j'ai beaucoup coaché des gens dans le MLM, ceux qui veulent avoir des objectifs. Je veux être diamant avant la fin d'année, rubis, émeraude, je veux gagner tant par mois dans le MLM où je suis, ou avoir 80 personnes sous moi, mais ils sont dedans, ils n'arrivent pas à le ressentir. Donc on en revient à l'image, la sensation et l'émotion. C'est pas parce que tu veux, si tu es dans le vouloir, mais que tu n'as pas l'imagination qui va avec, comme il dit, la volonté, elle va être vaincue. Et en même temps, si tu veux, elle va être vaincue et elle dit, mais même ça se retourne contre toi. Quand tu as de la volonté, mais la volonté brute, sans que tu sois dans le ressenti, le sentiment, les sensations du résultat déjà atteint, ça se retourne contre toi. Et moi, je vois beaucoup de... Comment ? C'est du lâcher prise. Alors, c'est pas que du lâcher prise, c'est ce que vient de dire donc ton prénom, Didier. C'est en fait d'être dans le sentiment, la sensation. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un conflit entre l'effort volontaire et la force imaginative, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, mais que tu sens que tu n'y arriveras pas, c'est même pas la peine. Tu n'y arriveras pas. Parce que la volonté sera vaincue par le fait que tu sens que ça n'arrivera pas. Au contraire, ça rentre en impuissance. En fait, il faut transformer le ressenti, il faut transformer les sensations, il faut transformer les images. Ça se joue toujours sur ces 3 axes. Et là, on vient dans les vibrations, parce qu'on ressent dans les vibrations. Bien sûr. Du coup, tu as tes pensées, tes émotions. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, dans le monde, etc., quand tu vois tout ce qu'on nous dit, comme quoi on va avoir une crise, il va y avoir une crise, mais une crise de quoi? Une crise de foie, une crise de rein, une crise... Non mais, de toute façon, il y a toujours eu des crises dans la vie. Hein? Depuis des siècles et des siècles, il y a eu des guerres, il y a eu ça, etc. Mais les gens ne vivent plus en attendant une crise.
Voilà. L'important, c'est est-ce que la crise, elle te crée un état d'être où tu n'es pas bien. Si tu n'es pas bien, ben, il va falloir travailler pour que tu sois bien, parce que ça ne change rien. La loi de l'émotion auxiliaire. Alors, l'intensité d'une suggestion est proportionnelle à l'émotion qui l'accompagne. On en revient à ce que tu disais, sous une autre forme. Donc, moi j'ai traduit, donc, une émotion forte domine toujours une émotion plus faible. Donc, on en revient toujours au pouvoir de l'émotion. Imagination, émotion, sensation. Mais quand tu l'expliques à quelqu'un, ça je veux te dire en tête à tête, tu prends 10 minutes pour expliquer ça, ça va te donner, on va dire, toute l'attitude après à dire qu'on est deux à travailler. Et pas que toi avec ton bâton magique de transformation de la personne, c'est qu'elle, il faut qu'elle mette son imagination. Toi, tu vas l'aider, mais après, vous avez vu avec la boussole du langage ou autre, il va falloir la recadrer en permanence pour qu'elle comprenne qu'elle doit savoir si elle se rapproche de son but ou si elle s'en éloigne. Alors, la loi de la finalité subconsciente, le but étant posé, le subconscient trouvera les moyens de le réaliser lui-même. Alors je reviens dessus parce que ça c'est une des phrases que je n'avais pas forcément intégrées, parce qu'on lit un livre, on découvre toujours des choses différentes, la façon dont on est prêt ou autre. Mais là, je veux dire, c'est vraiment le coaching, la détermination d'objectifs. Là, je cite entre guillemets, le but étant posé, virgule, ça c'est notre ami donc Coué, le subconscient trouvera les moyens de le réaliser lui-même. Le but étant posé. Autrement dit, si tu n'as pas un objectif clair, ben, tu n'iras pas clairement là où tu veux. C'est pour ça que l'objectif, comme je disais tout à l'heure, il doit être clairement posé. Et quand tu prends le bateau, c'est pas pour faire du bateau. Tu prends le bateau pour aller d'Arcachon au Cap Ferret, pour aller à Andernos, pour aller à Biscarrosse, mais c'est pas pareil. Sinon, la personne, elle prend le bateau et elle se laisse porter par les courants dominants, par la marée, et après, elle ne peut pas revenir. Et après, elle va se plaindre qu'elle n'a pas atteint le lieu du Cap Ferret. Mais est-ce qu'elle avait cet objectif? Donc, il faut que le but il soit posé. Moi, des fois, je fais 2 séances pour poser les objectifs. Enfin, c'est pas en hypnose, moi je fais du coaching, mais des fois, on met 3 séances. Ça va mettre 4 heures, 4 heures et demie. C'est super important. Donc en se focalisant sur l'objectif, le reste suivra. Voilà ce que ça veut dire. Mais si l'objectif il n'est pas clair, il faut vraiment que la personne... Voilà. Et donc quand elle va te dire « moi je me sens pas bien », ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Parce que ça veut dire que la personne, je viens vous voir parce que je vais pas bien dans ma vie, je me sens pas bien, je vais aller mieux. Je vais être moins stressé. Mais derrière, c'est quoi l'objectif qu'il y a ? Et je vais reprendre donc des choses, vous allez voir, et ça je vais en reparler pour la partie minceur et tout, une personne qui vient me voir pour dire « je veux mincir de 10 kilos ». Ok, alors moi je vais chercher, je vous en parle souvent à tous les niveaux, d'aller chercher le méta-objectif. Quand vous mincissez de 10 kilos, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça génère comme avantage? Et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie et comment vous allez vous transformer? Qu'est-ce que tu as comme avantage de mincir de 10 kilos? 2. Qu'est-ce que ça change dans ta vie extérieure? L'apparence, les gens, etc. Mais 3. Comment tu évolues intérieurement? Ça, ce sont les 3 axes. Ah, mais si je mincis 10 kilos, j'aurai confiance en moi. Punaise, tu vois que l'objectif, c'est pas de mincir, c'est d'avoir confiance en toi. Ok, mais je ne m'arrête pas là. Moi, je vais toujours chercher comme les poupées gigognes. C'est pour ça que je veux vraiment prendre du temps aujourd'hui pour que vous compreniez ce qui va faire la différence. Ce n'est pas la scriptothérapie de lire des scripts, ça se passe là. C'est si tu as plus confiance en toi, qu'est-ce que ça change? Quels sont les avantages dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et quelle est la meilleure personne que tu deviens? Et cette personne me répond, je pourrais rencontrer quelqu'un et me mettre en couple. Oh punaise! Ok. Alors je recommence. Si vous mincissez de 10 kilos, vous aurez plus confiance en vous et vous pourrez rencontrer quelqu'un, vous mettre en couple. C'est bien ça. Ok. Donc vous voyez, jusqu'à présent, ça coule. On est super content. On a trouvé un méta-objectif derrière l'autre méta-objectif. En fait, il y a 3 objectifs qui sont pas liés, mais que la personne relie. Ça, c'est sa croyance. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déconstruire sa croyance. Si elle mincit de 10 kilos, parce que vous avez vu tout à l'heure la phrase en rouge que j'ai encadrée,
Donc, si vous mincissez de 9 kg, ben, vous n'aurez pas confiance en vous et vous rencontrez personne. Mais si, je dis non, vous m'avez dit 10 kg. Ça s'appelle les équivalences complexes. Enfin, c'est super important. C'est-à-dire que la personne, elle a associé que pour avoir quelqu'un dans sa vie et qu'elle ait confiance, il fallait qu'elle ait une perte. Alors, j'aime pas le mot perte parce que tout ce qu'on perd, on le retrouve, mais on va dire un amincissement de 10 kg. Donc, autrement dit, si on arrive à... Mais si, 9, ça va. Ok, alors je recommence. Si vous mincissez 9 kg, vous aurez confiance en vous, vous rencontrerez quelqu'un. C'est bien ça. C'est-à-dire que quand je reprendrai l'objectif de rencontrer quelqu'un, je dirais, et quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une relation durable, qui vous satisfait, que vous aimez, qui vous aime. Vous voyez, parce qu'il faut mettre toutes les intentions et tous les objectifs. Sinon, c'est juste une rencontre. Et ça ne durera pas. Voilà, mais on reviendra dessus dans la semaine. Donc en fait, quand vous mincissez de 9 kg, imaginez que vous mincissez que de 8 kg. Donc vous rencontrerez personne. Mais si, jusqu'au moment où je descends jusqu'à 7 à 6, et je veux que ce soit elle qui le dise. Très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'aurais pu dire, dès que j'ai expliqué, ben, si vous rencontrez quelqu'un, si vous mincissez 10 kg, vous avez confiance en vous et vous pouvez rencontrer quelqu'un, j'aurais pu dire, ben, c'est 3 choses différentes. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ça va te donner plus confiance en toi et tu vas mincir. Ça va dans l'ordre inverse. Mais tel que tu te l'es mis, tu t'empêches d'avoir confiance, puisque tu lis la confiance à l'amincissement de 10 kg, et tu t'empêches de rencontrer quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est pas lui expliquer. Alors là, je prends du temps, c'est super important ce que je vous dis. Si moi, je dis, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est 3 objectifs différents. Je ne suis pas un coach. Je suis un conseiller. Je lui donne une solution qu'elle n'a pas imaginée de l'intérieur, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce qu'ils sont contents d'avoir compris le mécanisme intérieur qui se jouait, et c'est là qu'un coach, il faut le savoir, quand tu te formes au coaching, tu fermes ta gueule, tu ne sais rien, tu es juste là pour poser des questions. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai donné la boussole du langage. Et on reviendra dessus. Pour que vous posiez les bonnes questions, il faut amener la personne à se poser les bonnes questions. Parce que vous ne posez pas que les bonnes questions pour avoir des réponses et faire un script. Ça, j'appelle ça la scriptothérapie. Mais ça, c'est... tout le monde peut le faire. Moi, on ne me paye pas pour lire un script. Mon travail, ce n'est pas un script d'hypnose. Mon travail, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Où là, tu vas avoir une valeur ajoutée. Et comme malheureusement les gens aujourd'hui, eh bien, ils font de plus en plus, je le vois sur la place de Bordeaux, des séances d'hypnose en 3 quarts d'heure, on lit un script, on passe un peu de temps au départ. Moi, je faisais des séances d'1 heure et demie, mais à un moment donné, j'ai dit, ok, mais moi je fais 5 séances dans la journée, il y en a qui en font 8 ou 9 parce qu'ils vont plus vite, etc. Mais du coup, je me fais payer plus cher, je me fais payer au temps passé. Et ça cause aucun problème. Voilà, on reparlera de la valeur de soi, l'estime de soi, combien on vaut, les trucs. Ça dépend le métier qu'on fait. Moi, personnellement, mon métier, c'est pas de l'hypnose. L'hypnose n'est là que pour reconsolider et reconstruire une autre façon de penser, une fois que j'ai déconstruit sa façon à elle de penser qui lui a amené les résultats actuels. Les résultats que j'ai ne sont que les conséquences de mes pensées, émotions et comportements. Vous vous rappelez ce diagramme? Pensée, émotion, comportement dans des résultats. Pensée consciente, inconsciente, c'est le conscient surtout. Émotion, c'est l'inconscient. Et subconscient, c'est les comportements. Eh bien, l'objectif, c'est pas de lui expliquer que ça n'a rien à voir. C'est qu'elle comprenne que ça n'a rien à voir. Je réexplique. Vous avez compris. Et vous le marquez sur votre feuille d'anamnèse, mais surtout, interdisez-vous que votre ego soit fier d'expliquer « Oh putain, regardez comme je suis bon !» Parce que là, tu rentres dans une gouroutisation. « Punaise, ah oui, j'avais pas pensé à ça. » Tu sais quoi? Quand tu le reverras 1 semaine après, elle aura oublié. Parce qu'elle n'a pas fait le travail d'identification, de compréhension, de poser les questions pour créer de nouveaux schémas de pensée. Là, je vous dis, c'est la base. Trop souvent, l'anamnèse, les gens vont dire, vous voulez mincir de 10 kg, ok, très bien, ok, c'est bon, voilà, comment vous sentirez, pam, 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 et on a des scripts pour ça. Ça, c'est le niveau 1 de pratique. Voilà. Et c'est pas ça que je veux que vous soyez. Il y a déjà le niveau 2, c'est d'aller chercher pourquoi elle veut mincir de 10 kg.
Comme quand la personne veut arrêter de fumer, ok, pourquoi parce que ça fait 20 ans que je fume et ça commence, etc. Je suis essoufflé, mais moi je suis désolé, c'est pas un avantage de plus être essoufflé. Quand tu arrêtes de fumer, quels sont les 5 avantages que tu as dans ta nouvelle vie? Je reviendrai dessus, mais je vous le dis, les 5 avantages. C'est quoi les 5 avantages? Bien, ça coûte cher, c'est pas un avantage. Ok, nous prenons le paquet 8 €, bientôt 10, donc 8 €, tu en fumes 2 par jour, ça fait 16 € par jour, multiplié par 30, ça fait 480, donc sur une année, 500 x 12, tu es à 6 000 €. Oui, mais c'est toujours pas un avantage. L'avantage, c'est quand tu as 6 000 € de plus sur ton compte, qu'est-ce que tu en fais? Ah ben je pars en vacances. Vous avez vu la boussole du langage? Où? Quand? Combien de temps? Avec qui? Vous voyez, à chaque fois, et plus vous allez être pro là-dessus, plus tu vas arriver au niveau 3. Où en fait, c'est pas de dire à la personne tu perds 10 kilos, tatatac, c'est qu'elle comprenne qu'elle s'était créée un réflexe conditionné de croire qu'en mincissant, elle aurait plus confiance et rencontrerait quelqu'un. Parce que quand la personne a compris ça, je peux vous dire, c'est gagné. Le script ou les techniques qu'on va utiliser, de régression ou on va dire de polarité pour travailler sur les parties duelles qu'on a entre nous, elles sont juste là pour aider la reconstruction différente du processus neuronal pour que la personne, elle ait l'imagination en lien avec la volonté. Ça vous parle ce que je dis? Ouais. Pour moi, c'est pour ça que je voulais l'écrire. Je me suis dit, on va faire une pause de 1h20, 1h30 dessus pour qu'on comprenne que derrière, parce que là, on va en avoir plein de scripts pour mincir, mais c'est pas ça l'objectif. C'est derrière, ça change quoi? Et si la personne dit je suis moins essoufflé, quand tu es moins essoufflé, c'est quoi? Ben, premièrement, s'il est moins essoufflé, il va peut-être faire du sport, mais tu vas faire du sport où? Quand? Comment? Combien? Vous voyez la différence entre je veux faire du sport, j'ai envie de faire du sport, je désire faire du sport, je m'engage à faire du sport. Vous voyez, ce que je veux, c'est le premier pas que tu dois faire quand tu veux arrêter de fumer pour te remettre au sport. Vous comprenez la différence? Voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est mincir 10 kilos pour donner plus confiance et rencontrer quelqu'un, c'est pas moi qui lui dis que ça n'a rien à voir, c'est 3 objectifs différents. Ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, à force de dire évite, essaye, et ça n'a rien à voir. Ah, merci. C'est ce que je veux que vous compreniez. Alors maintenant, vous étiez venu me voir pour mincir, je vous ai expliqué, donc ça n'a rien à voir, vous l'avez compris, il y a 3 objectifs différents. Mincir, confiance en soi, rencontrer quelqu'un. Par quoi vous voulez qu'on commence? C'est pour ça que la deuxième séance, souvent l'objectif, c'est plus celui de la première. Voilà. Donc moi, niveau 1, c'est je réponds à la demande du client. Vous allez voir, je vais vous faire un schéma tout à l'heure. Mais pour moi, la demande du client, c'est la demande consciente. Mais derrière, il y a une plainte inconsciente qu'il faut trouver. Ce n'est pas la demande consciente, c'est la plainte inconsciente. Voilà. Et de voir que mincir, perdre du poids, être plus stressé, moins stressé, plus zen, puis il veut être plus zen parce que quelque part il veut peut-être avoir plus de charisme et pouvoir devenir monter dans la société dans laquelle il est, et en fait il est venu vous voir sur un petit problème, mais en fait derrière il y a un méta-objectif et c'est ça qui est important pour donner de la puissance et de la force à toutes les séances qu'on va faire. La loi, donc en se focalisant sur l'objectif, le reste suivra et du coup la personne elle sera focalisée, vous allez voir, ça sera sur la confiance en soi. Voilà, c'est clair. Et du coup, le reste va suivre. La loi de l'exemple. Entre guillemets, je cite, une suggestion tend à être activée par l'exemple de la même suggestion réalisée chez autrui. J'adore. Une suggestion tend à être activée par l'exemple de la même suggestion réalisée chez autrui. C'est le pouvoir suggestif de l'évocation, anecdote, métaphore, observation. Autrement dit, quand la personne, et c'est là qu'on va parler de storytelling, on parle souvent dans l'hypnose conversationnelle de pouvoir donner des images, des métaphores, et dans l'anamnèse on va pouvoir le faire, d'évoquer quelqu'un qui a réussi. Moi souvent je dis, ah mais vous savez, la plupart des clients que j'ai accompagnés ont réussi ça, puis derrière ils ont fait ci, ils ont fait ça, et des fois, c'est ça que je veux. C'est-à-dire à travers des exemples que je donne, de choses que je dis, ah ben c'est ça que je veux. Et quand, alors, du coup, il me dit c'est ça que je veux.
Stop, boussole du langage, c'est quoi que vous voulez? Pour être sûr qu'il a bien compris quand je donne des images et intégrer des choses à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi que vous voulez? Ah ben, je voudrais pouvoir avoir plus de confiance en moi et pouvoir réussir ça. Stop! Quand vous avez plus de confiance en vous, vous êtes comment dans votre corps? Quelles sont les sensations que vous avez dans votre corps, dans votre tête, et quelles sont les émotions que vous avez, et quelles sont les images? Vous voyez, à chaque fois qu'il va me poser quelque chose, la boussole du langage est comment tu es, émotion, sensation et image. La loi de l'exercice, la suggestion est facilitée par sa pratique et son exercice régulier. Voilà, la suggestion est facilitée par sa pratique et son exercice régulier. Donc on va pouvoir utiliser le fractionnement pour faciliter la répétition et l'ancrer dans le quotidien. Alors, j'ai marqué don et art parce que des fois les gens me disent l'hypnose, monsieur Mérieux, c'est un don. Je dis non, c'est un art. Parce que ça s'apprend, mais je dis tout le temps, c'est la théorie des 10 000 heures. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, vous savez, il y a deux choses. C'est pas lire un script, l'hypnose. C'est soit tu es plongé dans ton subconscient, c'est ce que disait Erickson sous une autre forme, on l'a vu dans le premier classeur où il disait, page 43-44, que quand il se posait une question, il rentrait en transe. Alors j'aime pas le mot trans, parce que ça fait trans vaudou, trans épileptique, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas mon mental qui doit être là, c'est-à-dire que je demande à mon subconscient de me guider, de me diriger, de m'apporter les bonnes idées. Donc soit tu plonges dans ton subconscient, soit tu travailles 10 000 heures. Parce que toute personne qui pratique, comme il dit, pratique et exercice régulier, ben tu finis par être dans un effet d'entraînement où ton mental n'est plus là. Quand tu es dans ton subconscient, ton mental n'est plus là. Quand tu pratiques tout le temps, le médecin, le chirurgien, quand il opère, quand il a pratiqué et pratiqué, il n'est pas à se demander si ça va marcher ou pas, il est dans la pratique. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces différentes étapes? Je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'expliquer à un patient, ou certains types de patients, qui ont envie de travailler un peu sur eux, de faire l'auto-hypnose. Quand tu expliques ça, tu expliques que toi, tu vas aider l'imagination, mais que lui, il est quand même responsable de pas mal de choses.